Ah d'accord, je pensais qu'il fallait qu'on apparaisse à l'écran. J'avais un petit doute, mais vous êtes toujours sur le Crunchyroll Festival. C'est la deuxième journée. On est ensemble jusqu'au 27 juin. Et ce soir, la thématique est consacrée à Dr. Stone. Cette incroyable personne qui, effectivement, nous prouve qu'on pourrait recréer notre civilisation si on était tous amenés à être pétrifiés et à s'endormir pendant un très long nombre d'années. Et on va du coup pouvoir parler très très bientôt, très rapidement de cette œuvre avec des intervenants. Et on va surtout rebondir légèrement sur cette interview qui était vraiment très intéressante. Il y a des trucs que j'avais pas saisi puisque j'avais fait exprès de pas la regarder avant. Mais du coup, j'avais pas compris qu'ils allaient revenir sur la saison 2 que du coup, j'ai pas vu. Et du coup, je fais il se passera donc ça. Très bien. Ouais, faut être à jour. Hein. Effectivement, faut être à jour. Mais on a appris plein de trucs. Ils ont eux-mêmes fait des expériences et tout. Je trouve ça trop cool, quoi. Non, c'était vraiment très 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 intéressant. Et ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est de voir du coup ces gens qui sont finalement dans la production d'un animé s'attacher aussi d'une certaine manière à différents personnages, à trouver des affinités avec eux et donc à vraiment s'investir pleinement humainement également dans leur travail. C'est toujours extrêmement plaisant. Toujours extrêmement plaisant. Ah ouais, hyper intéressant. Moi vraiment j'ai adoré. Puis quelle chance encore une fois. Merci à Crunchyroll et Kazé pour ce genre d'opportunité. Je rappelle une interview exclusive de Shusuke Katagiri et Yuichiro Kido qui nous ont offert quand même 30 minutes de masterclass avec plein de petits insights qu'on n'imagine pas en tout cas en tant que simple spectateur. Vraiment encore une fois super et vous retrouverez ça dans tous les temps forts du Crunchyroll Festival sur les différents réseaux sociaux de Crunchyroll et Kazé. J'en profite juste pour rappeler qu'il y a un jeu concours Dr. Stone, parce que oui, tous les jours, on va vous proposer de gagner plein de choses. Il y aura un gagnant ce soir, un gagnant qui repartira avec un mug, 3 posters et une Nendoroid Senku. Pour participer, c'est très simple, vous avez juste à répondre à cette question, Caroline. Est-ce que tu es prête pour la poser? Oui, Marie. Attention, pendant combien, c'est quasiment la même chose, combien d'années Senku a-t-il dormi suite à la pétrification? Ne répondez évidemment que le chiffre. Oui, que le chiffre. Ne mettez pas, par exemple, si je dis 10 ans, ne mettez pas le an. Vous mettez juste 10. C'est hyper important pour le tirage. Voilà, et donc je répète une fois de plus la question, au cas où vous n'auriez pas entendu. Combien d'années Senku a-t-il dormi suite à la pétrification? Tapez le chiffre dans le chat et il y a un tirage au sort qui sera effectué d'ici quelques minutes, je pense, pendant la table ronde, très certainement. Ouais. On remercie bien évidemment Abystyle ainsi que Good Smile Company pour les cadeaux. C'est grâce à ces partenaires que nous avons la possibilité de vous gâter ce soir et c'est très très cool. On fait un petit rappel rapide aussi par rapport à Dr. Stone pour que vous soyez totalement au fait également. La saison 1 et 2, on l'avait dit tout à l'heure, sont disponibles sur Crunchyroll, mais il y a également donc le manga chez Glénat et surtout il y a l'animé, donc évidemment dispo sur Crunchy, mais qui va sortir en DVD Blu-ray chez Kazé le 6 juillet. Donc n'hésitez pas si vous voulez l'avoir en objet vraiment chez vous. Ce sera pour très 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 bientôt. Ça ressemble presque à un cadeau d'anniversaire. Juillet. En novembre, il va se passer quelque chose. En novembre 2021, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une édition collector. Une édition collector de ce même coffret, j'imagine, qui devrait être disponible. Évidemment, une période stratégique, pas longtemps avant Noël. Donc, ça peut faire un beau cadeau aussi. On n'est que sur des beaux cadeaux. Très joli cadeau. Effectivement, vous découvrirez tout le contenu de cette édition collector sur les sites dédiés. J'ai envie de te dire que là, les gens ont la bonne réponse à première vue. Je vois un peu de tout dans le chat, mais globalement, on est sur sur un consensus. Voilà, je pense qu'on est sur 99% sur la bonne réponse. Ouais. C'est à 10 milliards % la bonne réponse, les gars. Vous êtes trop forts. On est dessus. On est dessus. Vous êtes très... Alors, du coup, le tirage au sort va être fou. Le tirage au sort va être fou. Nous avons 500 millions de participations. C'est la machine va peut-être exploser. Elle va totalement. Non, t'inquiète, tout est prévu pour. On annonce le gagnant du jeu concours. Le jeu va se terminer de toute façon ce soir. Le tirage aura lieu ce soir, mais le gagnant ou la gagnante sera contacté après le festival. Donc, n'hésitez pas à bien checker
vos DM, que ce soit sur Instagram, Crunchy, sur Twitter, bon bref, vous m'avez compris. Soyez connectés absolument partout pour être sûr de ne rien rater. Je rappelle, ce qui est à gagner, un mug, 3 posters et une Nendoroid. C'est trop cool. Voilà. Merci encore à B-Style. Exactement. Bah, du coup, on va pouvoir passer, je pense, très rapidement à la table ronde. Mais avant, Marie, tu vas nous parler un petit peu des différents tests de QI que tu vas faire. Puisque du coup, en parallèle de la table ronde, toi, tu vas tester tes capacités intellectuelles. Exactement. Carrément. Je vais essayer de voir finalement si mon QI se rapproche plutôt de celui de Senku et qu'à ce moment-là, je suis peut-être le dernier espoir, le dernier rempart contre la pétrification. Déjà, j'ai dit pétrification tout à l'heure. Bon, on est mal parti. Hein. Clairement, s'il reste que moi sur Terre, on est foutu. Extinction de l'humanité. Mais je vais faire des tests de QI en direct, effectivement, et puis je vous donnerai régulièrement les résultats pendant la table ronde. Et nous, de notre côté, du coup, on se retrouve juste après un petit trailer de l'animé pour du coup parler de Dr Stone en compagnie de Benoît Huot, donc qui travaille chez Glénat, Olivier Fallet chez Crunchyroll, Shedley qu'on va retrouver, ainsi que Steve Nauman qui donc travaille chez Japan Live Asiascope. C'est parti, à dans quelques instants. Et nous sommes au complet pour cette table ronde. C'est incroyable. Bonsoir à Benoît Huot qui est tout en haut. Coucou Benoît, ça va bien ? Bonsoir, oui, tout va très bien. Merci de me recevoir, je puisse participer. Ben écoute, avec un grand plaisir. Juste en dessous, nous avons Olivier Fallet de Crunchyroll. Bonsoir Olivier, ça va bien aussi ? Et bonsoir à tout le monde. Yay! On a Shedley qui est encore avec nous, toujours avec nous. Et il est avec nous tout le temps. Pour le plaisir, merci. Et nous avons Steve Nauman de Japan Live Asiascope. Coucou Steve, ça va bien ? Très bien, bonsoir Caro, bonsoir Marie. C'est Animascope, Asiascope. Animascope, pardon. C'est Muriel, tu la connais très bien. Donc je me suis plantée, merci. Ouais. Je vais corriger tout de suite sur mon document. Animascope. Yep. Il y a le scope qui m'a induit en erreur. Je tiens à dire juste que ça y est, le tirage au sort est fait. Vous pouvez arrêter de spammer. Dans le chat. On a déjà le gagnant qui sera contacté par les équipes de Crunchyroll Kazé, évidemment. Ben voilà, c'était très rapide. En même temps, vu le nombre de participations, parce qu'il fallait arrêter rapidement, tu sais. Sinon, il y avoir un souci. Effectivement. Déjà, j'aimerais bien avoir un petit peu globalement votre retour sur cette interview que je pense vous avez regardé également avec nous. Nous, on était vraiment dedans. Ils étaient très intéressants tous les deux. Vous avez quelques réactions par rapport à ce qu'ils ont dit ? Je sais que l'interview était d'Olivier, il me semble. Si je me plante pas. Oui, alors du coup. Donc toi tu sais déjà. Voilà, j'ai travaillé avec Bastien à préparer les questions. J'en profite d'ailleurs pour remercier Mehdi et David qui sont au Japon et qui ont été filmés directement dans les studios de TMS parce que, comme vous vous en doutez, en ce moment c'est un peu compliqué d'aller au Japon et grâce à eux qui habitent sur place et que vous connaissez peut-être déjà, eh bien voilà, ils ont été notre porte-voix et ils ont filmé ces interviews. Et bon, on les remercie également. Et donc, plutôt Benoît, Shedley, Steve, la découverte de cette interview, pour vous ? C'est toujours la classe de recevoir les personnes qui sont à l'origine d'un projet comme ça, nous parler, surtout quand il s'agit de manga, d'animation. Donc moi, c'est toujours, comme je l'expliquais, je suis grand fan de Dr Stone, donc pour moi, c'était un honneur de pouvoir regarder ça et encore plus de participer à une animation, une émission, alors que ces acteurs sont passés juste avant moi. Ça, c'est toujours un honneur. Donc cool, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup les œuvres, les mangas, les animés. Quand on en sait un petit peu plus sur le background des histoires et des personnes qui sont à l'origine de ces projets-là, comment est-ce qu'ils travaillent, comment
est-ce qu'ils y mettent, tu sais, la main à la pâte? C'est vraiment quelque chose qui me fascine, moi, complètement. Mais surtout, on voit quand même... Alors oui, l'un des deux. Alors Benoît parce qu'il est tout là-haut. Voilà, c'est une décision purement géographique. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans justement les commentaires et les explications au cours de cette interview, toute la dimension justement qu'on aurait pu croire assez facile, puisqu'en fait d'une œuvre déjà existante qui est le manga qu'ils adaptent en anime. Et donc on serait tenté de penser qu'il s'agit simplement de transposer un média vers un autre. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement c'est un travail totalement différent et qu'il y a besoin d'énormément de réflexion pour justement faire en sorte que ce ne soit pas un copier-coller, mais un autre média qui présente la même aventure, les mêmes personnages, mais qui soit appréciable dans un registre totalement différent. Et ça, je trouvais ça vraiment... Merci beaucoup Benoît. Alors il y a un petit souci au niveau du son. Je ne sais pas si la technique peut essayer de le régler. On t'entend parfois 2 fois. C'est un peu étrange. C'est un phénomène. J'aurais voulu créer ça, j'aurais pas pu. Je sais pas quelle magie, puisque dans Dr Stone on aborde beaucoup la science comme étant de la sorcellerie. C'est très amusant aussi, puisque effectivement comme ils sont primitifs pour certains après beaucoup d'années de pétrification, ils pensent que c'est de la sorcellerie et c'est très amusant. Steve, du coup toi Juste, Caro, c'est juste que tout à l'heure, tu demandais ce qu'on est des clones, et je pense que c'est déjà le cas pour Benoît. Tout s'explique, je vais trop vite. On est déjà dans le futur. Pour l'interview, effectivement, ce qui était assez dingue, en fait, c'est que j'ai beaucoup apprécié surtout l'investissement qu'il pouvait avoir dans non seulement, finalement, dans la réalisation même, l'écriture même des épisodes, mais aussi finalement sur les expériences. J'étais vraiment étonné que finalement chacun de leur côté, ils avaient vraiment ce besoin de faire eux-mêmes leurs expériences, pas toutes, mais c'était assez dingue. Et puis surtout, j'ai appris que finalement l'humanité va vraiment disparaître en fait. Vraiment, j'étais je ne savais pas. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un peu le programme de notre réalité. Non, c'est pas prévu que l'humanité disparaisse de toute façon. Mais moi, je serais plus là pour le constater. Donc, c'est vrai que je me dis, tant pis. Mais c'est pas grave. Mais nos enfants, peut-être. Allez, la bonne ambiance. Non, je pense que mon enfant, il sera plus là non plus quand il n'y aura plus l'humanité. Donc du coup, je m'en inquiète pas non plus. Par contre, peut-être que les enfants de mes enfants, là, peut-être ça commence à poser effectivement problème. Du coup, Marie, t'as commencé un peu les tests de QI ? Écoute, je suis déjà bloquée à la 2e question. Alors, j'ai droit à un joker. On est d'accord, j'ai droit à un joker ou pas ? Ah, mais t'as le droit à tous les jokers que tu veux avec moi, Marie. Okay. Bon, alors je fais appel à vous, public, puisque on me demande quel nombre est la suite logique de cette série. 4, 6, 9, 6, 14, 6. J'ai beau compter dans tous les cas, je compte les intervalles, je fais des multiplications, je ne sais pas. Donc vous savez quoi, je vais y aller au pif et je vais mettre 19. Voilà, allez, ça n'a aucun 19, sens. c'est sympa. Écoute, j'avoue, c'est complexe. Deuxième question, je suis bloquée. Bon, il n'y a pas trop d'espoir pour l'humanité de ce côté-là. À tout à l'heure. Très bien, Marie. On reviendra te poser des questions sur ton test de QI un petit peu plus tard. On revient donc sur l'œuvre de Dr Stone, qui est une œuvre finalement un petit peu différente de ce qu'on peut retrouver de manière plus générale dans le Jump. Et donc là, je m'adresse finalement un petit peu plutôt à Benoît, qui donc travaille chez Glénat et qui donc a permis sans doute d'éditer en France le manga Dr Stone. Est-ce que c'est justement une des caractéristiques, le fait que ce soit un titre finalement un peu différent, qui a attiré l'œil en tant qu'éditeur? Alors, en tant qu'éditeur, il y a plusieurs qui nous ont attiré l'œil. Je vais essayer de parler un peu plus lentement que tout à l'heure pour éviter le problème d'écho, si jamais il se reproduit. Il y a plusieurs choses, je disais, qui nous ont attiré l'œil. Bien évidemment, il y a le graphisme de Boichi qui est extrêmement et qui est traité justement sous un angle shonen. Donc ça, bien évidemment, pas passer à côté. Et ensuite, il y a le scénariste Reiichiro Inagaki, puisque c'est également le scénariste d'I-Shield. Donc ça, on avait, on va dire, un premier particulièrement pertinent. Ensuite, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est une thématique totalement différente. On a eu une coupure de son à un moment donné. D'accord. Tu peux reprendre à une thématique. Voilà. Donc, ce qui nous a vraiment marqué sur cette série, c'est qu'on avait une thématique vraiment différente, une thématique qui soit à la fois une thématique apocalyptique, vu que dès le début, les héros sont pétrifiés. Donc, on se dit, mais non, c'est pas comme ça. Normalement, il faut qu'ils
avant qu'on ait ce genre de pétrification. Il y avait un twist dès le départ qui était totalement hallucinant. Et avec ensuite, justement, on va dire le renouveau d'une civilisation par des adolescents. Et ça, c'était quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Et donc ça, vraiment, c'est ce qui nous a vraiment plu, parce qu'en fait, on s'est dit, là, on tient un show totalement atypique, totalement différent, et néanmoins ambitieux, parce que justement rebâtir la civilisation à partir de zéro. L'humanité a mis plusieurs millénaires, donc on souhaitait bon courage aux héros. On constate qu'en fait ils s'en sortent vraiment très très bien. Merci beaucoup Benoît. Alors comme on a vraiment un souci avec ton son, je ne sais pas si la technique, on peut rien faire du tout. On peut pas faire une déconnexion pour Benoît éventuellement, parce que ce serait cool qu'on puisse l'entendre. Bien, super, merci beaucoup les gens de la technique qui me répondent dans l'oreillette cachée, bien évidemment, comme d'habitude. Et donc, moi, je partage totalement l'avis de Benoît concernant ce shonen, et je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a pu séduire, aussi bien au niveau du lectorat. Ça a été également ton sentiment, Steve, parce que donc toi aussi, tu aimes beaucoup Dr Stone. Ah bah bien sûr. Et t'en consommes aussi beaucoup des shonen. Oui, voilà, exactement. C'est vrai que c'est un métier où on en mange beaucoup, et bien sûr, Dr Stone fait partie des mets les plus succulents. Donc oui. Après, ce qu'a dit Benoît, c'est finalement, il a eu une belle surprise au début, parce qu'on était sur une série un peu différente, mais finalement, quand même, on revient sur un shonen finalement assez classique, enfin un shonen neketsu classique, dans le sens où on a des personnages qui se dépassent pour arriver à leur objectif premier, et aussi parce que il y a des ennemis qui arrivent, toujours de plus en plus forts, et les héros essaient de se battre en fait contre eux, mais avec pas avec les points en fait, mais avec des nouvelles inventions, enfin avec finalement des connaissances qu'avait déjà Senku, mais avec finalement la science. Voilà, c'est la science qui remplace ce qu'on pourrait donner comme nen, parce que le nen, il y a le nen dans Hunter x Hunter, et voilà, il y a la science dans Dr Stone. C'est vrai, c'est un peu leur super pouvoir. C'est le super pouvoir de Senku. J'avoue, c'est un peu les cheveux là, un peu comme un Super Saiyan, mine de rien. Quand on y pense, finalement, il y a un petit truc. Mais ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Quand on y pense, ça rejoint un petit peu tout ça. L'aspect scientifique, on va l'aborder plus tôt tout à l'heure, je pense. Mais du coup, quand tu parlais du fait de voir combattre d'autres personnes, là, c'est un des trucs où j'ai trouvé ça assez sympa. Je le voyais pas forcément comme un aspect classique du shonen, mais c'est vraiment le fait d'avoir des idéaux. Il y a des idéaux en fait qui s'entrechoquent dès le départ, et finalement il y avait même des scènes que j'ai trouvées un petit peu violentes, parce qu'on s'y attend pas en fait. Quand on commence Dr Stone, on est un peu dans de la découverte, et finalement dans de l'espoir, beaucoup d'espoir, je trouve, au début de l'œuvre. Et très rapidement, quand il y a un certain personnage qui débarque dans l'histoire, d'un seul coup, il y a des confrontations, il y a des idéaux, je trouve, vraiment très politiques et moraux. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça aussi, Shedley ? Alors, moi, complètement, je vais toujours le plus loin possible quand je suis en train de découvrir une œuvre. Et avec Dr Stone, ça va super loin. On reste pas du tout. Alors, peut-être qu'avec l'animé, le manga, on reste peut-être en surface, mais en réalité, en lisant comme il faut et en regardant comme il se doit, on arrive à comprendre des choses qui vont plus loin que simplement, justement, de la science. On va beaucoup plus loin que ça. Il y a de la stratégie, il y a de la politique, il y a cette violence dont tu parles. On parle quand même d'une personne les plus puissantes au monde. À partir de son poing, elle peut détruire un roc qui représente l'humanité. Donc c'est vrai que ça, c'est énorme. Et puis tu vas encore plus loin et tu te rends compte que finalement, il n'y a pas de méchant ou pas de gentil dans Dr Stone. On n'est pas sur du noir et blanc, c'est finalement tout très gris, quoi. Ouais. C'est vraiment, il y a plusieurs camps. Et les deux camps qu'on a, c'est simplement des partis politiques. T'as celui qui veut reconstruire le monde à partir de la science, et celui qui veut reconstruire le monde à partir de la jeunesse, à partir de la bonté
que peut représenter la jeunesse et que peut représenter aussi le non-savoir, en fait, l'ignorance. Parce que l'ignorance, quelque part, elle a une part de gentillesse dans Dr. Stone, ou plutôt pas l'ignorance, mais plutôt la naïveté. La naïveté que veut protéger un petit peu Tsukasa. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup apprécié l'interview. Et c'est pour ça qu'aussi Dr. Stone fait partie, moi, de mes mangas préférés, parce que le message à l'intérieur est sublime. Et on finit cette saison 2 avec comment dire, une scène exceptionnelle et puis finalement une belle conclusion de cet affrontement. Oui, exactement, ouais, c'est vrai que c'est ça. Bon, alors du coup, je suis un peu pas tout à fait encore dans la saison 2 de l'animé, mais voilà, j'ai vu l'interview aussi, j'ai fait d'accord. Bon, écoutez, moi, c'est vrai que je suis pas fan de spoil, mais c'est pas vraiment du spoil. Voilà, on y est, ça a été diffusé et à partir du moment où ça a été diffusé, j'accepte qu'on me dise non mais ça y est, c'était disponible. Et d'ailleurs, en parlant de l'animé, Olivier, donc qui t'occupe de Crunchyroll, en France, on a donc effectivement la possibilité de regarder Dr. Stone aussi bien en VOSTF pour les puristes qui adorent entendre du japonais. J'adore entendre Senku s'énerver en japonais, c'est trop bien. Et on a maintenant la possibilité aussi de pouvoir le regarder en version française. Tu reviendras nous parler de ça plus précisément, évidemment, le concept de la version française sur Crunchyroll. On aura l'occasion de revenir sur ce thème-là plus tard dans la convention. Mais concernant Senku, concernant Dr. Stone, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment c'est finalement fait le choix de la part de Crunchyroll pour se dire Dr. Stone, allez, let's go, on doit faire une VF pour cette série? Alors en fait, on avait déjà fait des VF, mais il y a déjà 2 ans, je crois, c'est en 2018 où on a commencé à faire des VF sur les séries qui marchaient le mieux sur Crunchyroll. Et après, on avait fait une petite pause pour faire un peu le bilan là-dessus, et on a relancé en fait l'idée de faire des VF, mais cette fois-ci en simulcast. Alors évidemment, on peut pas tenir le rythme d'un épisode 1 heure après le Japon en VF. Ça pourrait se faire sur quelques séries. Parfois, il arrive que des séries soient entièrement produites en avance, mais c'est vraiment très rare au Japon. Donc l'épisode, il sort toujours 1 heure après en version sous-titrée. Par contre, on lance le doublage et dans un délai qui est entre 6 et 8 semaines, on diffuse ensuite en VF, ce qui est quand même assez rapide pour avoir des épisodes doublés. Donc ça a été lancé en octobre dernier et il y avait cette saison 2 de Dr. Stone qui arrivait au mois de janvier. Donc on a commencé par évidemment on voulait que Dr. Stone fasse partie, on peut pas tout doubler, on diffuse 30 séries. Il faut choisir évidemment. Voilà, oui. On en choisit à peu près 5 par saison et bon Dr. Stone, c'était évident que celui-ci il fallait le faire en VF. Donc par anticipation, on a commencé par doubler la saison 1 qui datait de 2019 et dont on a commencé à diffuser la VF un peu avant pour qu'elle se termine juste quand commençait la saison 2 en simulcast. Et la saison 2 a donc été aussi diffusée en simulcast en VF peu de temps après. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc tout est dispo intégralement en VF. Exactement. Actuellement. Oui. Oh, oui. Mais c'est hyper cool en fait. Moi, j'avais vu qu'il y avait la saison 1, puisque du coup, je regarde actuellement la saison 1. Mais pour la saison 2, j'avais pas détecté que c'était aussi disponible. Oui. Mais c'est une excellentissime nouvelle. Ça, on peut s'enchaîner tout ce qu'on veut. Là, on peut se binge-watcher le truc en français. C'est un appel aux gens qui n'aiment pas trop lire des sous-titres. Allez-y, vous pouvez vous faire ça en peut-être quoi 2 week-ends. Je me rends pas trop compte. Ça fait quand même beaucoup. Oui. Parce qu'il y a une saison qui fait 24 épisodes. Et la deuxième saison, elle n'en compte que 11. A priori. Oui, elle est très courte parce qu'ils ont adapté cet arc qui arrivait derrière et qui était plus court. Bon, on n'a pas encore d'annonce pour une saison 3, mais on croise les doigts très fort. Il n'y a pas de raison, ça a bien marché au Japon et j'espère évidemment que la série va continuer. D'accord. Alors, je crois que Marie a eu une réponse à son test de QI. Elle me dit qu'elle continue, elle va continuer. Premier test de fait. Alors, j'avais pas vu que c'était timé, évidemment. Donc, il me restait 1 minute pour le terminer. J'ai répondu correctement à 8 questions sur 10. Donc, mon QI se situe, alors j'adore, parce que c'est pas une fourchette, c'est un râteau, entre 105 et 120. C'est-à-dire que 105, je suis dans une moyenne correcte, 120, je suis un génie. Donc, les gars, décidez-vous. Ça correspond à un niveau d'enseignement professionnel supérieur ou niveau universitaire, mais avec un peu d'entraînement et de concentration, je peux bien mieux faire. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec un autre test de QI. Je vous tiens au courant, mais il y a de l'espoir. Mais du coup, c'est le test où tu as bloqué sur la question 2, en fait. Ouais, j'ai répondu au hasard. Visiblement, c'était bon.
Donc, voilà. Si Senku, il avait dû faire du hasard tout le temps, mon Dieu. On serait dans des uchronies, mais bon, on va vérifier avec un autre test. Je reviens vers vous. Très bien. À tout à l'heure, Marie, pas de souci. Mais écoutez, excusez-moi, ça bip, il y a des messages de tous les côtés. Du coup, je regarde un peu partout. J'ai l'impression d'être un peu lane, hein, finalement. Je suis connectée à différentes machines et j'essaye d'interpréter toutes les informations en un temps record. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, ça se passe dans le cerveau des gens qui font de l'interprétariat, puisque du coup, j'ai un peu testé et c'est très compliqué. On revient un petit peu du coup sur l'œuvre manga, puisque maintenant, on a récupéré Benoît. Oh, Benoît, on est content que tu sois de retour avec nous et on t'entend bien, mais quel bonheur. Parce que du coup, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce one-shot qui est sorti justement aux éditions Glénat et qui nous parle non pas totalement de Senku mais plutôt de son papa. Exactement. Alors, tu l'as pas loin de toi, c'est ça? Ouais. Autant faire une présentation en vrai. Donc, il s'agit effectivement de ce one-shot Dr Stone Byakuya. Et la particularité de ce one-shot, outre le fait que bien évidemment il est en un seul volume, c'est une sorte de petit défi que s'est lancé Boichi, le dessinateur. Visiblement, tenir Dr Stone de manière hebdomadaire ne lui suffisait pas. Il avait envie d'écrire l'histoire du père de Senku et il a décidé de lui consacrer une mini-série en parallèle. Donc, il a travaillé effectivement comme un forcené. Et surtout, ce qui est véritablement formidable, c'est que c'est une histoire qui se tient. C'est pas du tout simplement une histoire dérivée, c'est vraiment une histoire qui se tient. Et c'est surtout une histoire, je ne vous spoile pas, je ne vous divulgage pas, mais c'est une histoire qui, à la fin, vous tire la larme à l'œil. Moi, je sais que quand je l'ai corrigé, je me suis dit, je vais arrêter de lire du manga pour aujourd'hui, pour vraiment profiter de cette histoire, et ensuite retourner sur Dr Stone. Tout le monde m'a dit qu'il avait eu la petite chiale en le lisant. Shedley, tu l'as lu aussi, le one-shot? Ouais, il est là, ça c'est déjà fait. Attendez, et je suis d'accord, ouais. Alors, voilà, les larmes aux yeux, hein, comme tu l'as dit. La gravité fonctionnait pas ici, bien heureusement pour moi. Mais clairement, c'était quelque chose, c'est une aventure. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit Byakuya, on n'a pas le droit d'être heureux, en fait. On n'a pas le droit, on est obligé d'être triste, d'être ému, mais c'est un personnage ultra puissant. Et là, Boichi a bien relevé le défi. Hein. Le travail de dessin, ça, on va pas revenir là-dessus, mais même l'écriture, on est sur du Dr Stone parfaitement. Il y a clairement rien à dire. L'histoire se tient. Et c'est quelque chose qu'on voulait. C'est quelque chose qu'on voulait parce qu'on n'en a pas eu assez de Byakuya. On en voulait plus. On a été servi et peut-être qu'on en veut même plus. Hein, mais c'est déjà assez. On va pas aller dans une trop longue histoire et s'éterniser là-dessus parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que c'est son fils qui nous intéresse le plus et ses aventures avec le futur de l'humanité. Oui, mais c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai pas lu ce one-shot, donc je suis évidemment extrêmement intriguée, surtout que maintenant que je suis devenue fan de Dr Stone, je suis trop contente du coup de faire ça uniquement pour le t-shirt. Là, je suis trop contente, je suis refaite. Mais du coup, j'ai très envie de découvrir le one-shot. Mais du coup, comme je regarde l'animé, je sais qu'à un moment donné dans l'animé, on parle du papa aussi. Voilà, sans trop en dire évidemment, puisque je ne veux pas spoiler. Mais le papa est très très abordé sur même plusieurs épisodes. Ça reprend un peu ça également dans le fameux one shot. C'est totalement différent. Steve, t'as l'air pas d'accord. Non, mais c'est que oui, on parle quand même du papa dans la série principale, mais le one shot s'intéresse non seulement à l'équipage. Je peux dire l'équipage, je spoil pas en disant ça ne dit rien. Il y a un équipage, voilà. mais également un personnage, qu'on ne voit pas dans la série principale. Et je pense que aussi c'est ce personnage qui fait bien chialer quand même. Il faut bien le dire. Ouais. Voilà. C'est un personnage un peu particulier. Oui, Benoît, oui, vas-y, dis-nous. Oui, ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport à ce one-shot sur l'histoire de Byakuya, c'est que toute la partie de Byakuya qui apparaît dans Dr Stone est en lien direct avec Senku. Donc c'est véritablement un lien avec l'univers, avec la volonté de Senku de vouloir remettre la civilisation. Sauf que du coup, le personnage n'est abordé que sous un certain angle. Et avec ce Dr Stone Byakuya, on a un peu plus de ce personnage. Donc on a l'univers qui se déploie davantage et avec justement l'équipage, et donc on en profite encore. Alors, il y a des gens qui donnent des indices. J'ai rien lu sur le chat. Mon Dieu, mes yeux sont partout. Il ne faut pas qu'ils aillent aussi loin. Je pense que Marie veut nous faire un petit point QI. Un petit point QI, c'est bizarre. Un petit point Q avec un I sur ton avancée. Alors, dis-nous tout, Marie. Écoute, je suis en train de faire des dessins
vraiment. Pour j'essaie de recréer un carré parfait avec des formes. Bref, c'est une galère. Je suis à la question 3, je suis en PLS. La première, déjà, je l'ai pas compris. J'ai envoyé dans le chat des équipes Crunchyroll, j'ai dit bon les gars, j'ai pas compris la question. Ça y est, je suis lancée, je suis sur les rails, je suis sur la troisième question. Est-ce que tu sais Marie, quel est le QI de Senku? Oh bah il doit être à 200, non? Quelque chose comme ça. Alors, je crois qu'il n'y a pas de fait vraiment précis, mais je crois que les fans ont essayé de calculer et il aurait approximativement 180. Ah oui, donc je sais plus. Attends, le QI d'Einstein, à combien il était déjà? Ah, je sais plus, mon Dieu, non plus. Combien Il était à 160. Ah ouais? Voilà. Purée. Donc, bon. Il y a un fight à faire entre Einstein. Écoute, même pas Einstein, puisque le 27 mai 2021, on a trouvé une petite fille de 3 ans en Angleterre qui a obtenu 142. Voilà, on n'est pas tous égaux, hein, visiblement. Donc, un QI de 142 à 3 ans, je pense vous que n'aurez pas comme ça, elle a fait du pif. Marie, elle a fait du pif, c'est sûr. Obligée, elle a dit réponse 19. 19, c'est très bien. Non, c'est évident. Mais j'ai eu la correction et visiblement j'ai eu faux là où j'ai répondu au pif, comme quoi hein, ça ne s'improvise pas. Ça ne marche pas. Ah, on me dit sur le chat 168, Marilyn Monroe. Waouh, 168, je réalise. Je le prononce, mais je le réalise pas. Et ce n'est pas une blague, hein. On me dit, attention, c'est pas une blague du tout. C'est incroyable. On ne se doute pas du QI des gens. Mais en fait, après, il faut aussi relativiser. Ça veut pas dire juste être très intelligent. C'est qu'en fait, tu as des compétences intellectuelles qui sont élevées, mais ça peut tout vouloir dire et rien dire en même temps. Ça veut pas dire qu'on va avoir... Ouais. Kim Moon-young avait un QI de 220 à l'âge de 4 ans. À l'âge de 9 ans, alors pardon. C'était pas 300. Bah là, 220, il maîtrisait déjà coréen, anglais, allemand, japonais à l'âge de 4 ans. En 70, il a été invité à la NASA pour poursuivre ses études supérieures aux États-Unis. Il n'avait que 9 ans. D'accord. Ah oui. Écoute, je m'arrête là. ouais, c'est impressionnant, dis donc. Je savais même pas que c'était envisageable ou même possible. Du coup, Marie, tu continues encore un petit peu des tests de QI? Je continue mes tests de QI, ouais. Très bien. Dans ce cas, je vous propose, mes chers invités de ce soir, qu'on profite d'une vidéo que Takiro nous a faite, Takiro YouTuber, un Science Workshop qui, je pense, va faire rêver tous les fans de Dr Stone. Elle est extrêmement sympa. Et on se retrouve tous ensemble avec Takiro juste après la vidéo. C'est parti. Chouette. Je vous avais pas vu. Les amis, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je pense que vous avez compris, entre guillemets, le concept de cette vidéo. Aujourd'hui, messieurs dames, on se réattaque encore une fois à Dr Stone. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Dr Stone, déjà, il y a un souci, vraiment. Tout simplement, c'est une œuvre qui a été réalisée par Richihiro Inagaki et mon dessinateur de cœur, Boichi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire de Dr Stone, voici un petit débrief. Dans Dr Stone, on suivra Senku, un adolescent qui est un génie des sciences, et son meilleur ami Taiju. Un jour, Taiju décida de déclarer sa flamme à la fille qu'il aimait, Yuzuria. Mais à ce moment, une énorme lumière engloutira le ciel, et suite à cela, l'humanité sera transformée en statue de pierre. Plus tard, Taiju se libérera de la pierre, regardant autour de lui, et voyant que la nature aura repris ses droits, il retrouvera son ami Senku, qui lui expliquera que plus de 3700 ans se sont écoulés depuis la catastrophe. Ils seront voués à eux-mêmes et feront en sorte d'aller aptitude physique de l'un et compétences scientifiques de l'autre pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, du coup, tout simplement, ce qu'on va faire, ça va être une recette emblématique, on peut le dire, de Dr Stone, parce que, tout simplement, messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons faire du savon. Alors attention, je ne me transforme pas en youtubeuse beauté, d'accord, je vous le dis tout de suite. Tout simplement, messieurs, dames, le Dr Stone qui est le Dr Pierre. Dr Pierre, tu l'as en anglais, Dr... Tout simplement, messieurs, dames, le savon qui est dans Dr Stone, la pierre de vie, celle qui aide dans ce monde où il n'y a rien, de pouvoir se protéger contre les bactéries, se nettoyer les mains, se nettoyer tout simplement contre les maladies, etc. Alors aujourd'hui, messieurs, dames, Takiro se transforme en Taki scientifique. Alors bien sûr, qui dit expérience, dit protection. Attendez, j'ai pensé à tout.
Là, si on me dit que je ressens pas un scientifique, il y a un souci. Du coup, pour cette expérience, les ingrédients qu'on aura besoin, ça sera de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Donc ça, c'est pour vraiment le côté corps gras du savon. Pour ceux qui ne savent pas, le savon, il va avoir le corps gras et le côté un peu, entre guillemets, chimique qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Il y aura, du coup, le bicarbonate de calcium qu'on voit du coup dans l'animé Senku, qui utilise tout simplement le calcium qui est dans les coquillages, qu'il va écraser et qu'il va mélanger à la soude des algues. Et là, nous avons notre soude caustique. Alors attention, c'est quelque chose qui est entre guillemets assez corrosif. Du coup, pour les mineurs qui veulent essayer la recette, soyez accompagnés d'un adulte. C'est important de le préciser. Du coup, voilà pour la soude caustique. Ensuite, on aura aussi besoin d'une bouteille d'eau. Normalement, tout le monde peut s'en procurer. On aura besoin d'une tasse avec, j'ai pris une cuillère à soupe et une cuillère à café du coup pour faire nos petits mélanges qui vont arriver. De bécher pour pouvoir mettre, hop, nos poudres ainsi qu'une balance, bien sûr, parce qu'on va devoir peser chaque ingrédient. Et pour finir, on aura besoin d'un saladier pour mélanger le tout et bien sûr le moule où on viendra verser tout notre mélange. Alors, du coup, je vais tout vous dire en grammes, hein, que ce soit eau, huile, etc. parce qu'on peut dire grammes et millilitres. Du coup, pour l'huile de coco, qui est juste ici, l'huile de coco, on aura besoin de 75 grammes. L'huile d'olive, on aura besoin de 200 grammes. Donc c'est... il va en falloir de l'huile d'olive. Le bicarbonate de calcium, on aura besoin juste de 25 grammes. La soude caustique avec qui on en aura besoin pour faire complètement cette réaction chimique qui va transformer entre guillemets notre liquide en savon, quelque chose qui est dur. On aura besoin tout simplement de 42 grammes. Et pour terminer, on aura besoin de 89 grammes d'eau. Donc là, maintenant que vous avez toutes les pesées pour les ingrédients, c'est parti pour le mélange. Hop, on va commencer par l'huile. L'huile, on a dit qu'on avait besoin de 200 grammes. On va déjà finir cette bouteille. Première bouteille, finie. Ça va être peut-être un tout petit peu plus long. Voilà, maintenant que nos 200 grammes d'huile ont été versés, on va pouvoir passer à l'huile de coco. L'huile de coco, on aura besoin du coup de 75 grammes. Du coup, on va recommencer la manœuvre. Du coup, je mets ça juste là parce que on va avoir le temps juste après de mélanger, vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, pour mélanger, vous allez avoir besoin d'un mixeur plongeant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tout simplement, c'est cette petite chose-là qui est assez longue pour pouvoir mélanger tranquillement votre mixture. Maintenant, on va prendre le premier bécher où on aura besoin de 25 grammes de calcium. Ok, on a nos 25 grammes. On ferme ça. Et maintenant, on aura besoin de 42 grammes de soude caustique. Alors, je pense, au lieu de faire la cuillère, au lieu de faire une bêtise, je vais verser tout doucement. Je pense que, comme ça, j'éviterai d'en reverser. Ça, c'est fait. Et du coup, le dernier ingrédient, c'est l'eau. On aura besoin du coup de 89 grammes d'eau. Oh, ça va giga vite. Alors, maintenant que tout ça est fait, la manipulation, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, on va devoir verser notre soude caustique dans l'eau. On va devoir mélanger. Faites bien attention parce que une fois qu'on aura mis la soude caustique dans l'eau, et pas le contraire, c'est pas l'eau qu'on met dans la soude caustique, risque d'éclaboussure, etc. Faut faire bien attention parce que l'eau va monter en température, ça peut monter jusqu'à 90 degrés, donc faites très attention. Voilà, c'est pour ça j'ai lunettes, etc. Donc voilà, du coup je suis quand même protégé, donc faites bien attention, vous allez voir. Dans tous les cas, cette tasse-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une tasse qui réagit à la chaleur. C'est-à-dire quand vous avez de l'eau chaude dans la tasse change de couleur. Donc là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, ça va sûrement changer la couleur en bas. Mais vous allez voir tout de suite que ça chauffe ou pas. Du coup, on va y aller quand même. On va faire attention, d'accord? Là, normalement, vous allez voir, je fais bien attention. On va y aller tout doucement. Voilà. On peut voir quand même que le bas de la tasse change de couleur. Ça chauffe. On mélange jusqu'au temps qu'il soit assez bien dissous. Ah, vous voyez pas, mais il y a un peu de fumée qui sort. Pour dire à quel point que ça peut chauffer. Maintenant, on va attendre que ça baisse un tout petit peu en température. Le calcium, on le rajoutera à la fin du coup au mélange quand tout sera à peu près mixé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer notre huile et l'huile de coco. Du coup, on va pouvoir mélanger tranquillement. On peut rajouter du coup de notre calcium l'entre-deux, le temps que la température s'abaisse au niveau de la soude et de l'eau. Voilà, maintenant que notre mixture a été mélangée pour cette partie-là, maintenant il reste juste à rajouter notre mélange d'eau et de soude caustique. Et ensuite on va pouvoir mouler le tout. Alors, on va prendre notre tasse. On voit quand même que la tasse a changé de couleur. Vous voyez le haut noir du coup où il n'y a pas de liquide et là c'est là où on a mélangé. Vous voyez quand même que la tasse a bien changé de couleur. Du coup, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va mélanger le tout et tout doucement on va venir verser notre eau et soude dans notre mixture. Maintenant, on peut voir que notre mixture ressemble plus à une petite pâte, voilà. Je dis, allez, une petite mayo, ouais, on dirait un peu une petite mayo. Ne la goûtez surtout pas. Maintenant que notre mixture est prête, on va pouvoir venir la mettre dans le moule. Hop, et du coup, on va pouvoir venir mouler tout ça. Voilà. Du coup là le but ça va être quoi? Ça va être tout simplement, normalement on doit mettre un film plastique par dessus pour le renfermer. Je n'ai pas de film plastique, du coup on va pouvoir mettre de l'aluminium, ça fait l'affaire. Et ensuite on va mettre un linge propre, donc une petite serviette, un linge qui peut garder entre guillemets l'humidité, etc. Ensuite on va attendre 24 à 48 heures pour voir tout simplement le savon qui se sera solidifié. Donc là vous voyez très bien que c'est plus une pâte un peu maillot, tu vois. Du coup on se donne rendez-vous dans 24 ou 48 heures. Ok, maintenant tout a bien été fait. Je vais démouler ce savon et puis nous avons les ustensiles ensuite pour couper notre petit savon pour l'avoir dans la main et voir ce que ça donne. Messieurs dames, c'est le moment du reveal. Là on a quelque chose de solide. Maintenant, on va le démouler. Alors comment on démoule ça? Oh, ok. Je vais essayer de former un carré. Bon, ok, bon, le carré, ça sera pas tout de suite, hein. Là, je peux manipuler tout ça, hein. C'est incroyable. De toute façon, moi, je vais l'utiliser, hein. Je vais attendre, genre, ouais, 40 jours, et j'utilise dans mon coin. De toute façon, je sens qu'il y a des petits résidus, là, sur mes doigts et tout. Franchement, c'est incroyable de voir tout l'engouement qu'on a pu faire pour transformer, entre guillemets, bah, cet objet, cette chose qui est le savon, qui est le Dr Stone de Dr Stone. Écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas testé quelque chose de culinaire. On sort vraiment, entre guillemets, de ma zone de confort. Franchement, c'était vraiment un grand plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que Dr Stone est dispo chez Crunchyroll en VO et en VF. Et aussi chez Kazeanime bientôt en juillet en DVD et Blu-ray. Les amis, écoutez, on termine là-dessus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, ciao. Blazing on the track, boy. Et on est toujours sur le Crunchyroll Festival. On vient de regarder la vidéo de Takiro qui nous faisait un magnifique et incroyable savon. Et Takiro qui nous a rejoint. Voilà, il est avec nous, ça va bien? Ah, je ne t'entends pas, mon Dieu. Est-ce que c'est moi qui suis toute seule à ne pas t'entendre? Non, je confirme, je t'entends pas non plus. Ouais. Ah, vas-y. Ah, oui. Normalement, ils ont ouvert ton... Oui, c'est on bon. t'entend. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Hello. Mais merci beaucoup à toi aussi. La vidéo était hyper sympa. Alors moi, j'arrêtais pas de danser sur mon siège parce que la musique donne envie de se trémousser un petit peu. Donc c'était hyper cool. Je trouvais ça incroyable que tu nous aies fait un savon. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une ou deux anecdotes qui t'est arrivé peut-être en préparant cette vidéo, des trucs inattendus, genre je me suis brûlée avec le mug des coups ou je sais pas. J'invente un peu des trucs. Pour rebondir là-dessus, oui, totalement. En fait, quand j'ai mis quand j'ai mélangé en fait l'eau avec la soude, la chose que j'avais pas du tout prévue, c'est que en fait il y a une certaine vapeur aussi qui est dégagée, et même avec les lunettes j'ai réussi quand même à la ressentir, donc ça m'a fait un peu pleurer. Je vais pas mentir, j'ai un peu lâché ma larme dessus, mais à part ça j'ai pas eu vraiment de soucis, mais c'était la chose la plus improbable que je pensais pas que ça aurait pu arriver. Waouh, du coup, c'était vraiment dangereux. Je rappelle que, comme il l'a dit d'ailleurs, Takiro dans sa vidéo, c'est dangereux, faut faire ça avec un adulte si vous n'en êtes pas vous-même. Et encore, si vous êtes un adulte, est-ce que c'est bien de tenter le coup si vous n'êtes pas finalement un peu un scientifique et que vous faites attention. Il y a eu des liquides un peu dangereux du coup que tu as utilisé. C'est ça, la soude. En fait, c'est surtout la soude. Faut faire bien attention. Est-ce qu'on peut se faire très très mal? Je pense qu'on peut peut-être perdre un œil si ça rentre dans les yeux ou des trucs comme ça. Vous savez, si vous avez plus envie de le faire, c'est bon. On sait jamais. Des gens qui tenteraient en se disant non mais Takiro l'a fait, allez let's go. Moi aussi j'ai peur de rien. Et donc Takiro, t'es un grand fan de Dr Stone, toi aussi. Oui, j'aime beaucoup l'œuvre. Alors pour toi, c'est quoi le kiff dans Dr Stone? C'est quoi pour toi la force de cette série? Alors je dirais la plus grande force qu'il y a dans Dr Stone, c'est on peut
extrêmement passer du bon moment. Donc regardez vraiment l'animé comme si on regardait n'importe quel animé, sauf que on apprend tellement de choses avec. C'est extrêmement ludique, c'est que on se divertit et on apprend derrière. Et surtout, c'est des choses trop bien amenées. Du coup, c'est ultra agréable. On apprend plein de choses sans que ça soit non plus un bourrage de crâne en fait. Et c'est trop agréable. C'est ça que j'aime beaucoup vraiment dans l'œuvre, vraiment dans l'esprit shonen. Et en plus, bah voilà, Takiro qui applique du coup, puisque Takiro, tu n'as pas fait qu'un seul savon. En fait, tu as créé d'autres choses que tu as déjà présentées sur ton channel YouTube apparemment. Tout à fait, c'est ça. J'ai fait le Senku Cola aussi de Dr Stone, qui était trop bien réalisé. Vraiment trop bien. Donc, tu t'es régalé derrière. Ouais, alors, c'est pas vraiment même goût précisément que le cola de base, mais c'est incroyable de faire quelque chose de ses mains et se dire derrière, je connais ce goût déjà de base. Et ça, c'est fou. C'est vrai que je pense un des trucs très sympas quand on regarde Dr Stone, finalement, c'est de voir tout ce que Senku est capable de créer de ses mains, de concevoir finalement à partir de rien. Ah, il y a du sable, je vais faire une centrale nucléaire. Bon, c'est un peu l'idée finalement. Est-ce que du coup, vous tous qui êtes fans de Dr Stone, ça vous donne envie, je sais pas, de vous mettre à crafter des trucs vous-même, puisque c'est un peu Animal Crossing en fait. Quand j'y pense, on assemble des trucs et on en crée. Alors, je sais pas par qui on peut commencer sur l'idée de crafter. Est-ce que ça vous donne envie de crafter? Peut-être aller chez Shedly. Ouais, bah moi ce serait surtout la partie cuisine en fait, parce qu'on parle beaucoup de science, on parle beaucoup d'invention de la part de Mais la cuisine, c'est de la science, t'as raison, Shedly, t'as raison. C'est ça, c'est de la cuisine, c'est de l'ingénierie, c'est exceptionnel. Et puis moi, c'est surtout voilà, me refaire les ramen, me refaire le cola. Ça a l'air 100 fois meilleur que le coca, tu vois. J'ai envie de tester, j'ai envie de voir. L'expression qu'a Gen quand il boit sa première goutte, franchement. Donc tout ça, ça donne envie. Et puis, je suis aussi un petit peu bricolo. Donc moi, tu vois, les Lego, etc., j'aime beaucoup. Donc j'adorerais pouvoir tester l'une de ces inventions. Et puis après, ça va plus loin que ça. Il y a aussi la manière dont ils fabriquent des choses un petit peu plus grosses, comme la conception du katana, par exemple. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et puis voilà, on entre dans beaucoup de détails dans le manga, dans l'animé. Et bien sûr que tout donne envie et tu as envie de pouvoir le faire toi-même. Marie, je sais que faire des paquets cadeaux, c'est compliqué pour toi, mais est-ce que tu sais crafter des trucs autrement? Écoute, je suis pas... Je pensais... Et j'ai essayé de faire un origami de tortue il y a quelques jours pour un tournage et je me suis rendu compte que même les gestes les plus simples, au début ça part super bien, tout le monde est en mode ouais. Putain, elle est précise et tout. Il y a un moment, mon cerveau dit non, les consignes, je m'en fous. Et vraiment, il part en freestyle. Donc, par exemple, faire le savon, là, ce que tu as fait, je ne serais pas capable de faire ça. Je n'ai pas la patience. Mon cerveau, à un moment, se dit, on va partir en freestyle, on va improviser un truc. Sauf qu'on n'improvise pas des choses avec des produits dangereux. Donc, là, actuellement, en plus, je suis en PLS. Je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de On dirait un escape game, Marie. Non, mais je suis, mais... Bon, je suis pas bien. Je retourne à mon test de QI, mais alors celui-là, il va pas être concluant. Hein. Je suis désolée. Oui, parce que je rappelle que du coup, pendant qu'on est en train de parler de Dr Stone ici, Marie, de son côté, se donne. Elle fait bosser son cerveau de ouf parce que elle fait plusieurs tests de QI. Non pas un seul, mais plusieurs. Pour nous prouver qu'elle peut sauver l'humanité si jamais demain on est tous pétrifiés. Ah non, je peux pas. Hein. Non, spoiler, pardon. Non, c'est pas sur moi. Clairement pas. On pourra pas compter sur Marie, c'est bien dommage. Je reviens du coup un petit peu sur Dr Stone et donc tout l'aspect scientifique de l'œuvre, puisque c'est aussi un des points, je trouve, les plus intéressants au-delà de l'aspect vraiment shonen qu'on a déjà abordé tout à l'heure et on était tous assez d'accord là-dessus. En fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure à Marie, quand vous n'étiez pas encore là. Pour moi, et je pense que vous allez penser pareil, c'est un peu c'est pas sorcier, mais avec l'âme du Neketsu, parce que je trouve que c'est une œuvre extrêmement ludique. Moi, je suis comme Takiro, en fait. Il y a des trucs, j'ai envie de les faire. Je me dis, mais attends, mais c'est une recette, le truc. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ce petit côté très, très ludique, en fait. On a l'impression, finalement, d'avoir des petits tutos en permanence avec Senku, mais on a en plus cette espèce de flamme, cette espèce de passion pour, du coup, avancer et développer la science. À qui je peux poser la question? Peut-être Olivier. Vas-y, Olivier.
T'en penses quoi, toi? En fait, c'est tout à fait vrai. Moi, d'ailleurs, quand je regarde la série, je prends des tips. Je me dis, si demain, justement, l'humanité, elle est éradiquée, alors peut-être pas changer en pierre. Mais non, mais je me dis, il y a des trucs à retenir. Si demain, on doit survivre sur une île déserte, alors je dis pas que je ferai tous les trucs que fait Senku, parce que j'ai pas toute sa science, mais je pense qu'il y a des trucs à prendre. Et après, si ça a l'air aussi vrai, et c'était d'ailleurs justement expliqué dans l'interview du scénariste et du directeur de production, c'est parce que pour la production d'animé, ils ont vraiment refait certaines expériences pour observer comment ça fonctionnait, comment ça réagissait. Et je trouve ça intéressant, et c'est, je pense, aussi pour ça que ces expériences, elles sonnent aussi bien et qu'elles sonnent juste dans l'animé. Effectivement, dans l'animé, il y a tout un parallèle là-dessus. Oui, Benoît, donc par rapport, toi, peut-être au vécu sur le manga? Ouais, par rapport au vécu sur le manga, en fait, il y avait Inagaki qui avait donné une interview justement dans un magazine japonais sur justement toute la faisabilité de ces sciences, et où il expliquait qu'en fait, dans la narration, les différents éléments qui étaient créés, ils étaient créés de 3 manières. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments que ces lecteurs, donc qui étaient généralement des collégiens, pouvaient reproduire très facilement, et donc dans ces parties-là, c'est là où on a effectivement tous les schémas, tout le b.a.-ba qu'on peut reproduire tel quel. Il y avait ensuite des éléments scientifiques peut-être un peu plus complexes pour lesquels il expliquait simplement les grands principes, et à partir du moment où, on va dire, les grands principes étaient détaillés, le lecteur et la lectrice comprenaient l'histoire. Et puis après, il y avait les très très grosses machines où là, en fait, il y avait juste simplement tout un tas de formules, mais des formules tellement énormes que de toute façon, on savait pertinemment que les lecteurs n'allaient pas les lire. Mais tout ça fait que justement, toutes les expériences qui sont présentées sont pour le coup des expériences qu'on peut réellement reproduire, parce que justement elles sont faites avec un angle didactique, un angle justement pratique pour s'adapter à leur lectorat. Bah, écoute, je pense exactement la même chose. Moi, je me suis juste pas encore lancée. Je suis pas Takiro, je me suis pas dit let's go faire du savon. Mais en fait, en vrai, j'en ai pensé. Mais j'ai fait du savon quand j'étais au collège, au lycée. Je sais plus. Je me souviens, j'avais des tubes à essai, des machins et tout, et on a fait un savon qui évidemment était totalement raté. Ce n'était pas un savon utilisable du tout d'ailleurs. Le prof a dit, maintenant que c'est fait, les enfants, vous jetez tous vos savons dans la poubelle, parce qu'en fait, c'est pas utilisable. Je me suis dit, mais j'ai créé une arme chimique. Pourquoi? Donc je suis un peu triste de me dire, j'en ai fait un dans ma vie, mais je pourrais jamais l'utiliser. Pas comme Takiro, c'est malheureux. Marie, tu as un QI exceptionnel, ou j'hallucine sur les messages que j'ai reçus entre-temps? J'ai reçu le résultat de mon test de QI. Mon résultat est exceptionnel. Je pense que c'est une erreur. Parce que là, bon, direct, sur les 20 questions, il y a peut-être 5 réponses au hasard où j'ai dit, allez, c'est la réponse D de toute façon. Mon résultat est exceptionnel. J'en fais un pour vérifier quand même, parce qu'il me semble que, tu vois, je suis même pas sûre d'avoir été un mot fort ce matin en partant. Donc, Mais du coup, ça veut dire que t'es exceptionnellement incroyable en termes de hasard. C'est fou. Ah bah c'est tellement exceptionnel que même moi je le savais pas. Donc, mais joue au loto, Marie, joue au loto. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui qu'il fallait le faire. Le hasard est avec toi. Est remis en perspective. J'arrête ce que je fais. Je vais créer des fusées. Non, mais je fais un dernier test pour être sûr. Par exemple, si je vous dis de ces mots, quel est l'intrus? Canberra, New York, Vienne, Madrid. Selon vous, quel est l'intrus? J'ai envie de dire Canberra, mais parce que je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est Vienne. C'est New York. Ah bon? Ah oui, non, c'est Vienne, mais t'as raison. Parce que en fait, je crois que les autres sont des capitales. Oui, mais Vienne aussi, c'est une capitale. Vienne aussi. Donc c'est New York, en fait, qui n'est pas une capitale. Tu vois, je confirme que j'étais nul en géographie au lycée. C'est un mot composé, donc bon, j'ai répondu New York, ça me conforte. Ok, d'accord. Très bien. Alors effectivement, je suis très contente de ne pas faire le test de QI, parce que oh là là, ce serait encore plus qu'une catastrophe. C'est terrible. Je pourrais pas dire que là c'est follement excitant, 0-0. Malheureusement. D'ailleurs, en parlant un petit peu de ce personnage Senku extrêmement passionné, qui crée plein de choses, c'est quoi pour vous finalement les créations dans l'animé ou dans le manga, bien sûr, qui vous ont le plus plu à les voir être conçus en tout cas? On va poser la question, on va commencer par Takiro. Ne me dis pas le savon et le cola. J'allais commencer par le cola, mais d'accord, je le dis pas. La chose vraiment qui m'a aussi le plus intrigué, et j'ai trouvé ça aussi incroyable, c'était dans la saison 2 quand ils ont commencé à faire la machine à vapeur. Le même principe qu'une voiture. Et là, on se dit, ils partent quand même de rien, de zéro, et ils arrivent quand même à créer quelque chose comme ça. Et c'est fou, c'est vraiment fou, parce que avec des cailloux et du sable, ils arrivent quand même à créer quelque chose pour rouler avec. Et ça, c'est incroyable. C'est la chose vraiment qui m'a le plus impressionné, vraiment. J'avoue que c'est pas mal. Toi, Olivier, ta création préférée dans Dr Stone?
C'était quand ils ont fait leur four. Ils avaient ce problème de la chaleur qui chauffait pas assez. Et il fallait plus de main-d'œuvre. Ouais. Donc, toi, c'est le four hein, que tu as kiffé. Ce four-là. Toi, Shedley, pour faire la céramique, voilà, pour faire la poterie, c'est ça, pour faire des trucs pour. Ils avaient besoin d'objets pour manger. Voilà, des objets pour manger. Surtout pour faire les expériences, ils avaient besoin de faire une fiole, je crois, ou des choses comme ça. Parce qu'après, c'est pour faire le verre, c'est ça? Oui. Je crois qu'il y a plusieurs fours, hein, parce que quand on regarde leur royaume de la science, là, on voit il y a plusieurs bâtiments, ça sert à ça, là on s'entraîne à se taper dessus, etc. C'est aussi très didactique finalement leur plan dans Dr Stone. Shedley, toi de ton côté, tu avais parlé de katana tout à l'heure, est-ce que tu as quand même une autre invention, création préférée dans Dr Stone? Ouais, moi alors pour parler encore un petit peu de nourriture, je partirais sur le ramen. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et ça donnait faim. Et pour la deuxième, je dirais, alors je sais pas comment on va traduire ça, c'est plus les renforcements, le bouclier à partir d'une feuille de papier. J'ai trouvé ça sympa, quoi. En fait, moi, je savais pas du tout qu'on pouvait amener à créer des protections pour un char comme ça à partir de papier. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Et ensuite, oui, pareil que toi, hein, Takiro, c'est surtout la machine à vapeur. Je trouve ça cool et c'est vraiment encore une fois, moi, c'est surtout le fait que après qu'ils aient créé justement la super invention derrière la machine à vapeur et derrière les renforcements, tu te dis que Tsukasa avait raison. Une fois que tu as la science, la première chose que tu fais, c'est l'arme. C'est ça. C'est la guerre. Exactement. Bon, après, la saison 2, elle s'appelle Stone Wars, hein, donc en fait, on savait déjà qu'il y avait potentiellement un peu de la baston, un peu de la bataille, mine de rien. Benoît et Steve, vos créations préférées. On va commencer par Benoît. Alors moi j'en ai deux. La première c'est la barbe à papa. Parce que non pas parce que c'est de la nourriture, mais parce qu'en fait c'est une étape intermédiaire pour pouvoir ensuite tresser des fils d'or de manière extrêmement fine. Donc on a en fait une invention qui en elle-même est déjà appétissante, mais qui ensuite permet de passer à autre chose. Donc ça c'est la première invention que j'ai trouvée vraiment surprenante. Et la deuxième, c'est à partir du moment où il décide de, alors je sais pas du coup, ça en est par rapport moi je parle par rapport au manga du coup, donc je suis peut-être un peu plus loin par rapport à l'animé. Ouais. Je pense pas. En fait, c'est à partir du moment où il décide de se renseigner sur la radio. Et où du sur coup, la télécommunication, voilà, d'accord. Sur les télécommunications, donc sans forcément trop rentrer dans les détails, où là en fait on voit qu'on part d'éléments, on va dire tangibles, physiques, parce qu'effectivement faire une machine à vapeur, faire un four, c'est quelque chose qu'on a sous les yeux, et là il fallait qu'il crée un moyen de communication par la voie des airs. Et dans une situation comme la leur, moi j'ai trouvé ça pour le coup non pas du tout scientifique, mais magique. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des trucs qu'on pourrait se dire, là, c'est peut-être un peu plus du domaine du fantastique, mais j'y reviendrai justement après la réponse de Steve. Alors, en fait, je voulais dire aussi la barbe à papa, mais c'est pour une autre raison, en fait. C'est parce que, en fait, j'ai des souvenirs, moi, surtout de quand j'étais petit. Je me souviens d'une machine à barbe à papa. Et ça m'avait tellement... tellement émerveillé en fait. En plus, c'était au Japon, donc ma cousine avait une machine à barbe à papa. Et rien que le fait de le faire soi-même, en fait, le goût était extraordinaire. Et donc, quand j'ai revu le truc, en fait, je fais mais oui, en fait, ça pourrait être sympa de faire soi-même en fait sa machine à barbe à papa. Et le deuxième truc, c'est aussi pareil. En fait, je pense que c'est que j'aime rêver, hein, mais c'est le ballon. Voilà. Le ballon, juste voler, en fait, je trouve ça extraordinaire. Et donc, mine de rien... alors, oui, je crois que... peut-être que oui, c'est ça, dans l'animé, il n'y est pas encore. Donc, voilà. Donc, j'ai rien dit. Voilà. Mais il y a des surprises, voilà. En fait, vu que le concept de Dr Stone, ça va être d'avancer, de rattraper finalement la technologie, l'avancée scientifique que nous avions. C'est bizarre de dire que nous avions, c'est dans le passé, mais en fait, nous, dans le présent. Je me perds avec la temporalité, mais du coup, c'est ça en fait, c'est de rattraper tout ce temps perdu le plus rapidement possible, grâce aux connaissances de notre héros. Donc forcément, il y a des choses qui existent déjà aujourd'hui, on va les retrouver dans l'œuvre, même si je ne savais pas. Genre la machine à barbe à papa, je ne savais pas. Mais je peux comprendre. Ce qui est amusant, en fait, c'est que au début, il dit oui, alors on va inventer le savon. Enfin, voilà, des choses
finalement qu'on se dit c'est facile. Et très rapidement, il dit, et puis maintenant on va faire un smartphone. Fait quoi? En fait, on passe directement au 21e siècle, donc c'est assez drôle. Oui, il s'est dit, attendez, on va faire du feu. On va alors écouter centrale nucléaire tout de suite. J'avoue qu'on peut partir un peu rapidement comme ça. Alors, juste avant d'aborder l'aspect parfois un peu fantaisiste de l'œuvre, Marie, tu m'as posté une image de test de QI. T'es numéro 1 en France? Je suis tout Bobby. J'ai le résultat, il est tombé. Mon intelligence est supérieure à la moyenne. Je suis désolée, les gars, il y a peut-être de l'espoir. En cas de pétrification, je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Parce que de souvenir, j'ai toujours été nulle sur les tests de logique, mais Internet me réconforte ce soir et me dit que finalement vieillir me va bien. Donc voilà, je suis comme un verre de bon vin, voyez-moi comme ça. Je me bouille. En fait, t'es trop la pote à Senku, mais on savait trop pas. Moi non plus, je savais pas. En plus, je suis devenue blonde entre-temps, donc forcément, c'était tout pour moi. Mais non, tu peux pas lutter contre les racines brunes. Tes racines brunes sont là, Marie. Non, mais en fait, la légende sur les blondes est fausse. Au contraire, elles sont plus malines, visiblement, puisque j'ai gagné de la logique. Je suis très contente. Bon bah du coup moi ce que je vois et je le retiens du coup je vois numéro 1 en France. C'est le truc que j'arrive à lire sur la photo que tu m'as envoyée. Je pense que du coup ça restera également dans ma mémoire. Alors pour le coup Marie, toi t'as lu le début de Dr Stone, donc normalement t'as déjà pu apercevoir cet aspect finalement un peu inexplicable quand on maîtrise un peu les sciences on va dire un peu classiques qu'on connaît bien même sans être soi-même un scientifique. Le fait que tout le monde ait été pétrifié. Ça, oui, pour le coup, ça c'est un des concepts où on se dit qu'on part déjà totalement dans la fantaisie. Tout ce qui arrive après, par contre, petit à petit, on avance dans quelque chose qui est très réaliste, dans une jungle totalement fantaisiste. Mais le point de départ, finalement, le fait que tout le monde soit pétrifié sans qu'on ait d'explication, là, on est totalement dans de la SF. C'est totalement ça. Donc ça, c'est un des premiers points sur lesquels je pense qu'on est tous d'accord. C'est pas possible. On se réveille pas un matin, hop, il y a une petite hirondelle, elle est toute pétrifiée, je comprends pas. Non, ça ne marche pas. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. En vrai, on ne sait pas dans quelle mesure c'est pas possible. C'est-à-dire que la temporalité de Dr Stone, bon, bien qu'il y ait des inventions qui soient très contemporaines à nous, au final, si ça se trouve, dans le futur, on serait capable de se réveiller au milieu d'une catastrophe du jour au lendemain. Alors c'est sûr, le point de départ il est fantaisiste, mais il n'est pas non plus. Après, je vis dans un monde un peu particulier, mais est-ce qu'il est vraiment impossible, tu vois? Est-ce que vraiment on est à l'abri de se transformer en caillou? Après, oui, Benoît. Après, il y a aussi une subtilité qu'il faut garder à l'esprit par rapport à Dr Stone, c'est que comme on suit l'histoire au niveau des personnages, le monde a été pétrifié autour d'eux. Mais on ne sait pas si le monde entier a été pétrifié, si uniquement le Japon a été pétrifié, si le Japon et l'Asie ont été pétrifiés. Donc en fait, on ne sait pas du coup ce phénomène, si c'est un phénomène où eux sont les derniers survivants ou s'il y en a d'autres. Donc en fait, du coup, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène de pétrification qui est totalement magique, totalement surprenant, auquel personne ne s'attendait, mais dans le même temps, on ne connaît même pas l'envergure et l'ampleur du phénomène. Est-ce que pour vous, il y avait d'autres aspects dans l'œuvre qui vous semblait du coup totalement impossible par rapport à notre réalité quand ils se sont réveillés, on peut dire ça au pluriel, il n'y a pas que Senku, il n'est pas tout seul, quand ils se sont réveillés de leur pétrification et qui petit à petit ils essayent donc d'avancer dans la reconstruction de la civilisation, il y a des petits points qui vous ont surpris en mode ouais non ça tu nous la feras pas, ça c'est no way. La force de Tsukasa. Tu t'es dit, on s'est trompé de manga là, c'est pas possible, c'est pas la bonne œuvre. Hajime no Ippo c'est ailleurs, excusez-moi. Non, c'est vrai qu'il est très fort. C'est le Tarzan des temps modernes ou des temps futurs, mais ouais, un homme contre des lions ou des fauves comme ça. Enfin, c'est fou. Mais ouais, je partirais sur la force de Tsukasa. J'ai trouvé qu'elle était, je dirais pas abusée, mais je pense que c'est ça qui donne une plus-value à l'œuvre, parce qu'on la veut réaliste à un moment donné, mais il faut qu'il y ait de la fantaisie, il faut qu'il y ait du power-up, il faut qu'il y ait un petit peu ce rapport de force, et moi j'ai beaucoup aimé ça, quoi. Et ça revient aussi dans la saison 2, je veux dire, un homme contre une armée, bah, en tout cas ça c'est une armée à lui seul, quoi. Ah oui, il faut l'avoir dans son clan, ouais. Non, après, faut s'entendre avec lui, c'est un autre problème. Est-ce que vous avez noté d'autres détails de votre côté?
L'élixir de dépétrification est parfois un peu, il est logique, hein, mais ses vertus qui sont justement de ne pas simplement dépétrifier, font qu'effectivement on dit ok, j'accepte la pétrification comme étant un phénomène inexpliqué, et de même j'accepte qu'il y ait un élixir de dépétrification parce que sinon de toute façon ce manga il pourra jamais avancer. Alors moi justement c'est un des trucs sur lesquels je suis très contente que tu l'apportes, Benoît. Je m'étais dit alors ça c'est carrément abusé, mais ok, hein, si effectivement dès le départ j'ai accepté qu'on puisse être pétrifié. Pourquoi on pourrait pas accepter le fait qu'il y ait effectivement un élixir et qu'à la fois en plus quand tu te dépétrifies il y a des vertus spéciales et tout. Pourquoi pas? Mais car du coup les gens qui connaissent l'œuvre savent qu'à un moment donné en fait le fait d'être dépétrifié, il y a un impact à un moment donné dans l'histoire qui fait que, assez tôt d'ailleurs dans l'histoire, qui fait que finalement l'histoire peut continuer. Sinon en fait ça serait arrêté vraiment très tôt. Mais du coup on se dit c'est presque tiré par les cheveux de se dire que ça s'est passé comme ça. Donc il y a des petits détails effectivement où tu te dis le truc est hyper ludique et il y a une part de fantaisie qui rejoint finalement les lignes du scénario. Est-ce que vous avez d'autres détails en tête? Peut-être que excuse-moi, je t'ai coupé. Le dernier élément, c'est surtout le fait que tu dis, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop tiré par les cheveux, la famille de Senku qui est vraiment là au hasard. Déjà, il se réveille lui par hasard et aussi par hasard, son père est dans un endroit par hasard et tu te dis vraiment, est-ce que c'est pas trop tiré par les cheveux? Mais encore une fois, ce hasard-là, faut aussi, c'est une certaine chance. Ce hasard-là, moi, j'ai bien aimé. Ouais, non, c'est vraiment cool. Moi, je le vois, en fait, beaucoup de gens aujourd'hui le voient comme un petit peu tiré par les cheveux, mais finalement, il faut se dire aussi que c'est deux personnes qui ont très, très bien travaillé et qui savaient se positionner au bon endroit, au bon moment. Donc, est-ce que ça, c'est lié au hasard finalement, ou est-ce que c'est pas leur intelligence qui justement, se prouve encore une fois? Un très, très bon scénariste, hein, définitivement. C'est inéluctable. Steve, tu voulais dire, ouais? Non, je voulais juste dire que, et vu les cheveux de Senku, c'est un peu normal que ça soit tiré par les cheveux, mais non, moi, je me suis surtout posé la question au niveau des animaux, en fait. Parce que pourquoi certains sont pétrifiés, d'autres non, des trucs comme ça? Et puis surtout, au début, on voit quelques fauves, mais je me dis, s'il n'y a plus les hommes disparaissent, la nature doit reprendre son droit, et je m'étais dit, dans 3000 ans, en fait, il doit y avoir des lapins absolument partout. Il doit y en avoir des centaines au mètre carré, mais apparemment non. Donc voilà. En même temps, s'il y a des fauves, ça se tient. Oui, mais ils vont pas manger. La nature se régule elle-même, en fait. Donc Tu penses que les lapins se reproduisent plus vite que les lions ne peuvent manger des lapins? Non. C'est juste qu'il y a, en fait, il y a très très peu d'animaux dans la série. J'aurais pensé qu'il y en aurait beaucoup plus. C'est parce que les humains font office d'épouvantail, tu sais, épouvantail. Oui, mais je crois qu'à un moment donné, il explique, oui, effectivement, que finalement, il y a certains animaux qui peuvent avoir peur des hommes, et c'est pour ça, finalement, que... Ouais. Effectivement. Moi, je me souviens du début avec les singes qui bolossent Senku et tout. C'était très drôle. Ça me faisait marrer. Je me suis dit, vraiment, heureusement qu'il a un énorme cerveau. Parce que pour d'autres choses, ça a l'air un petit peu compliqué. Je vous propose de profiter de messages de la part du staff japonais de l'animé qui veulent tout simplement remercier les spectateurs, les lecteurs, donc les fans de la série pour le soutien inconditionnel qu'ils reçoivent de la part de tous les gens qui découvrent l'œuvre peut-être encore aujourd'hui. On espère que certains vont le découvrir tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on va se quitter sur le premier épisode de la première saison en VOSTF. Si vous le voulez en RF, écoutez, il suffit d'aller sur Crunchyroll, tout simplement, et de profiter, pourquoi pas, de la promotion actuelle, puisqu'on est pendant le festival, le Crunchyroll Festival, et donc vous pouvez bénéficier de la découverte du Crunchyroll Premium pendant 30 jours, franchement, tranquille. N'hésitez pas à tester, comme ça vous avez donc Senku en français, qui est très sympa aussi. Et du coup, je pense qu'on va vous quitter en fait tous aussi. On va vous laisser. On va vous dire au revoir sur les remerciements du staff japonais de l'animé Dr Stone. Et puis on se retrouve juste après avec Marie. On fait un petit peu le point sur son QI,
qui, à mon avis, donc est exceptionnel de ce que j'ai retenu. Et on vous fait les petits messages d'infos pour qu'on se retrouve évidemment le lendemain. Merci beaucoup Steve, merci beaucoup Takiro, merci Benoît, merci Olivier et merci beaucoup Shedley. C'était hyper cool, mais je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est passé beaucoup trop vite. Je trouve que Toujours. Là, c'est... Quand on parle de manga, c'est comme ça. J'ai encore 43 questions à vous poser. C'est compliqué. C'est compliqué, malheureusement. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que Shedley, de toute façon, on va le retrouver. On retrouvera également Olivier et tout à vous autres. N'hésitez pas du coup à aller follower les réseaux sociaux et de Glénat et de Takiro. Allez sur son channel YouTube, évidemment. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Concernant Steve, n'hésitez pas à découvrir du coup le magazine Animascope ainsi que Asian Live. Je me trompe plus. Japan Live, presque. Japan Live. J'ai mélangé. Parce que du coup, l'info, elle est tout en haut de mon document. J'ai scrollé, mais non, redis-le-moi. Japan Live, ouais. Et Animascope. Et Animascope. Japan Live et Animascope. N'hésitez pas à aller découvrir le magazine, bien évidemment. En kiosque. Je vous dis en kiosque, évidemment. Je vous dis au revoir et à dans quelques instants après le message des remerciements.いつもアニメドクターストーンを応援してくださってありがとうございます。先ほどのこのインタビューの中でもあったんですが、原作の部分、間の部分を埋めたりとかっていうのも含めて、アニメーションならではのオリジナルの部分というのもアニメではたくさん盛り込んでおりますので、改めてですね、原作片手にアニメ見てもらうとかっていう楽しみ方もあるかなとも思いますので、1期2期もうすでに見たよという方も改めてアニメドクターストーンを見てもらえたら、とても嬉しいです。いつもドクターストーンを見ていただいてありがとうございます。原作がめちゃくちゃ面白いので、アニメーションにすることにプレッシャーもあったんですけど、皆さん見ていただいてるっていう話はしょっちゅう聞いてるので、すごく感動しています。フランス僕大好きで2回しか行ったことないんですけど、機会があればまた行ってドクターストーンの T シャツとか着て歩こうかなと思います。原作はまだ続いてますし、これからも原作もアニメも何度も見返していただけたらとても嬉しいです。ありがとうございます。Merci énormément pour cette petite vidéo de remerciements. On le rappelle, Shusuke Katagiri et Yuichiro Kido qui nous ont fait l'honneur de nous offrir toute leur expérience et tout leur ressenti sur cette incroyable licence qui est Dr. Stone. C'est déjà la fin de cette soirée, Caro. C'était incroyable. J'ai découvert, j'étais un génie. Oui, alors du coup, ton QI est exceptionnel. Tu l'as constaté sur combien de tests de QI t'as fait ce soir? 3 tests de QI. Bon, attention, des tests de QI gratuits. Je pense que bon, voilà, il y a eu beaucoup de réponses au hasard, mais j'ai eu beaucoup de chance dans le hasard. Donc non, visiblement, voilà, j'ai des beaux restes, quoi. Oh, l'horreur. On vous rappelle que si vous êtes fan de Dr. Stone, alors bien évidemment, la série est intégralement disponible, en tout cas tout ce qui a été créé est disponible sur Crunchyroll, aussi bien en VOSTF qu'en VF, mais que si vous voulez également posséder le coffret Blu-ray DVD qui sortira très bientôt, c'est le 6 juillet, ça sort chez Kazé, et en novembre, vous aurez carrément une édition collector, c'est royal. On vous rappelle que les résultats ont déjà été tirés au sort. Hein. Les gagnants ont été tirés au sort pour le cadeau qui a été mis en place tout à l'heure pour le petit jeu concours. Un poster, une Android, effectivement. Voilà, mais je suis très jalouse en fait. Moi, j'aimerais bien des lots comme ça. C'est trop bien comme lot. Style, encore une fois, et Good Smile Company, pardon, qui font cadeau de ces dotations incroyables.
Exactement. On va se quitter comme on l'avait dit au tout début avec un épisode de Dr Stone, le tout premier de la première saison, bien évidemment, qui ne sera disponible par contre que sur YouTube. Donc si vous nous regardez depuis une autre plateforme, il faut switcher rapidement sur YouTube du coup pour pouvoir profiter de ce premier épisode. Évidemment, avant de le regarder, il y aura une petite publicité, mais un genre de truc que vous aimez bien en général, puisque on est sur Crunchy, donc c'est pour parler de Crunchy, des animés Crunchy, et moi j'aime beaucoup ça. Comme ça, je me dis ça j'ai pas encore vu, peut-être que je pourrais jeter un œil. On ne sait jamais. Il y aura aussi des petites suggestions de manga casés, puisque du coup l'événement Crunchyroll Festival est organisé évidemment par Crunchyroll et Kazé. Et le truc très marrant qui moi me fait un peu marrer, c'est que l'opening de Dr Stone, les premières paroles, parce qu'on va dire bonne nuit aux gens, tu vois, mais les premières paroles, c'est Ohio, tu vois, c'est genre bon matin, tu vois, tu commences matin. Le générique par bon matin, alors qu'en fait, on va leur dire bonne nuit aux gens, donc c'est un peu paradoxal, mais évidemment, on va vous retrouver avec un immense plaisir avec Marie dès demain sur le channel YouTube de Crunchyroll pour la suite des festivités à partir de 18h30. Marie, il y aura un petit peu quoi demain ? Franchement, demain, on va avoir des invités de ouf, notamment un duo qui régale avec le petit bac, le pitch de ouf. J'en dis pas plus. Les indices, c'est le truc de Marie. Non mais bon, voilà, il y aura des trucs très 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 chouettes, des concours très sympas, des licences que vous adorez. Donc honnêtement, il y en aura pour tout le monde. Ça va vous régaler. Ça va être énormissime. Rendez-vous demain sur le channel YouTube de Crunchyroll à partir de 18h30 et profitez bien de Dr Stone tout à l'heure. Bye bye.